Christian Ecker, je suis content de te recevoir ici, dans ma nouvelle maison, t'as vu ? Une belle maison, oui. C'est une première pour moi, en tout cas. C'est une première visite. Il fait un peu chaud et c'est la première fois que mon invité n'a pas de livre à vendre, puisque ton livre est sorti. Il est toujours en vente, mais ça fait plus d'1 an, donc effectivement, c'est pas l'actualité. C'est un très bon livre, qui d'ailleurs est né, parce qu'on se connaît bien tous les deux, enfin on se connaît de nos voyages en TGV. Et à l'époque où je t'ai rencontré, tu étais député, rapporteur à l'Assemblée, tu étais marqué à la gauche du PS, on va dire, et puis ensuite tu es devenu ministre. Et je voudrais aujourd'hui, j'aimerais que les téléspectateurs, en tout cas du média, apprennent à te connaître. Et ce qui, pour moi, a été un élément déclencheur, c'est le débat qu'on a fait ensemble à Thionville avec Juan Branco il y a 15 jours. Et j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens à gauche qui étaient très en colère contre toi, quoi, et qui étaient ce que je pense être un sectarisme, c'est-à-dire qu'ils mettent tous les gens du PS dans le même bateau. Et alors c'est très particulier, mais il y avait vraiment de l'animosité, quoi. Et moi qui te connais, je pense, on est en désaccord sur des choses. Enfin, je pense que François Hollande a amené Emmanuel Macron. Enfin, c'est des accords, on pourrait en parler, mais ce que je voudrais et ce que je trouve intéressant, alors je sais que toi tu m'as dit je vais pas faire de mea culpa, etc. C'est pas le but, mais je pense que un homme se grandit de ses erreurs. Et je pense que la discussion qu'on avait eue au sortir de cette conférence tournait autour de ce que tu considérais avec recul peut-être comme étant des erreurs dans ce parcours, des erreurs ou des moments où tu as fait de mauvais choix, etc. Je voudrais qu'on parte de ça. Et déjà, comment tu vis, toi, le fait que toi qui viens d'un milieu ouvrier, ton père était policier, enfin, etc., qui vient d'Algrange en Lorraine, d'être considéré par ces gens-là comme un traître, comme quelqu'un qui proche de Macron, etc., etc. Est-ce que c'est dur à vivre? Est-ce que je sais que tu as le cuir épais, mais comment tu analyses cette situation dans un premier temps et ensuite on engagera la discussion? Oui, alors si tu rappelles un peu une phrase sur laquelle tu avais rebondi, et moi aussi, que Juan Branco avait prononcée en disant que quelque part certains l'accusaient d'avoir trahi sa classe. Et en ce qui concerne Juan, c'était plutôt une classe, on va dire, parisienne, intellectuelle, on pourrait dire bourgeoise. Et Juan a pris des positions très proches des gens. Et quelque part, des gens comme Gabriel Attal ou d'autres l'accusent d'avoir trahi sa classe. Et moi, je m'étais dit que j'avais une position un peu symétrique. C'est-à-dire, moi qui viens d'Algrange, oui, de la vallée de la Fench, tu l'as rappelé, tu as été au lycée à Famec comme étudiant, comme élève, et moi j'y étais comme prof, un peu plus tard. Et donc, je viens d'un milieu modeste, je suis pas le seul, et je m'en suis plutôt bien sorti par mes études, et je suis arrivé à être élu, d'abord maire, ensuite conseiller régional, député, rapporteur du budget, et secrétaire d'État. Bon, certains disent que effectivement, pendant les 5 années écoulées sous la mandature Hollande, on a l'impression qu'on n'a pas tenu nos engagements, qu'on n'a pas réalisé nos promesses. Il faudrait que tu m'expliques un peu comment tout ça. Je pense que les gens ne sont pas suffisamment informés. Je pense qu'on a. Alors, il ne faut pas fuir nos responsabilités. Hein. Si on avait été bon, on serait encore en place et on ne serait pas autour de 6% des voix aux prochaines élections. Donc c'est que forcément, quelque part, on n'a pas été bon. Je pense qu'on a mal communiqué, mais la communication, ça n'explique pas tout. La première des questions, c'est de se dire qu'on a trouvé le pays dans un état compliqué sur le plan budgétaire. J'ai l'habitude de dire qu'il y avait le feu au lac et qu'on avait les huissiers à la porte. Vous vous souvenez qu'en 2012, on disait que l'euro n'était pas assuré de survivre. On disait que la France faisait partie des pays fragilisés vis-à-vis des prêteurs, vis-à-vis des marchés financiers. On attendait les agences de notation tous les 15 jours. Alors on peut dire que ça sert à rien, que c'est pas un problème. Le pays, là, il a pris des engagements, on se retrouve aux responsabilités. En même temps, il y avait la Grèce aussi, où c'était pire. On se disait toujours. Mais derrière la Grèce, on citait souvent les pays du Sud et la France. Voilà. Et juste avant, il y avait eu l'Italie, il y avait l'Espagne, le Portugal, mais la France n'était pas loin, quoi. Et il y avait eu la crise des subprimes de 2008 qui nous avait mis dans cet état aussi. Peu importe les causes, la situation était
tendu, on va le dire comme ça, d'autant plus que nos prédécesseurs avaient quand même mis quelques trucs un peu sous le tapis. Bon, et ça, on l'a pas dit. On l'a pas dit fort, en tout cas. On a fait faire un audit. Beaucoup ont parlé de l'audit de 2012, mais celui de 2007, on n'en a pas beaucoup parlé. L'audit par des spécialistes, la Cour des comptes. Je n'ai pas une confiance absolue, mais enfin, bon, c'est quand même une référence parmi d'autres. Et donc, on n'a pas suffisamment dit qu'on était dans une situation très difficile et que vis-à-vis de l'Union européenne, il nous fallait répondre à un certain nombre d'urgences. T'as pensé démissionner parfois ? Oui, ça m'est arrivé, oui, bien sûr. Ça m'est arrivé notamment quand Emmanuel Macron, on y revient, a plaidé pour la privatisation d'Aéroports de Paris. Alors, heureusement, c'est un sujet qui revient, qui rebondit. Et on en parlera, j'espère, soit aujourd'hui, soit à un autre moment. Mais oui, j'avais à l'époque dit clairement dans une réunion d'arbitrage à Matignon devant Manuel Valls que je ne serais pas le ministre qui irait au banc à l'Assemblée nationale pour porter la privation d'Aéroports de Paris, ce qui en clair voulait dire je n'irai pas et donc je démissionnerai. Finalement, Manuel Valls a arbitré très vite en ma faveur, si j'ose dire, et pas en celle d'Emmanuel Macron. Et donc, moi j'aimerais qu'on porte un regard un peu plus objectif et un peu plus lucide sur ce que j'estime plus lucide sur le quinquennat de François Hollande, où il y a eu des erreurs, où il y a des choses qu'on peut contester. Mais quand on les explique calmement, posément, des fois on se rend compte que, par exemple, on avait mis en œuvre l'imposition des revenus du capital, les dividendes, les plus-values, au même titre que les revenus du travail. Bon, à peine arrivé, ce nouveau gouvernement et ses complices, si j'ose dire, à l'Assemblée nationale, ont balancé tout ça et ont mis en place ce qu'ils ont appelé la flat tax. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revenus du grand capital, les dividendes, les plus-values, c'est-à-dire quand il y a des gens qui revendent des trucs avec 50, 100, 200 millions d'euros de bénéfices, de plus-value, eh bien, c'est à peine imposé sur le revenu. Ils payent un peu de cotisation sociale et ils payent 30% au total, ce qui est moins que ce que paye un salarié qui gagne à peine plus que le SMIC. Non, mais et donc c'est fou, c'est plusieurs milliards d'impôts qui échappent au pays. Mais par contre, nous avions mis cette mesure en place qui n'existait pas avant nous. Il y avait aussi ce qu'ils appelaient, eux, alors un mot que j'exècre, un prélèvement libératoire. On est libéré de l'impôt. Bon. C'est une novlangue, ça. Non, c'était l'ancienne, ça. Oui, le prélèvement libératoire, c'était avant. Oui. Nous, on avait mis en place égalité revenu du travail, revenu du capital. C'était un truc que la gauche attendait depuis des lustres. On l'a mis en place. Ils l'ont viré dès qu'ils sont arrivés. L'ISF, on l'a remis en place. Sarkozy l'avait quasiment supprimé. Et on a mis en place une tranche d'imposition à 45%. C'est-à-dire on a pris des mesures fiscales qui étaient justes, mais qui ont été un peu plus dures et parfois mal ressenties. Si tu veux me faire dire que aujourd'hui, quand je vois Macron, je regrette un peu Hollande et Sapin, je peux le dire. D'ailleurs, tu l'as écrit. Je l'ai écrit. Oui, je l'ai écrit. Je me suis un peu fait rabrouer pour ça. Ceci étant, la grande responsabilité que vous avez, c'est d'avoir amené le pouvoir à Macron sur un plateau. J'ai présenté ici le livre de Marc Endeveld, et quand il raconte dans le livre avec des détails comment Emmanuel Macron a réussi à complètement vampiriser, œuvrer dans l'ombre auprès des grands patrons, etc., pour couler finalement François Hollande, alors que François Hollande pensait que c'était lui qui manipulait finalement quelque part Emmanuel Macron, on est édifié, quoi. Oui, toi non plus, t'as rien vu venir, enfin. Si, après c'est facile, on se dit, tiens, il y avait des signes, j'aurais dû... Ça me paraissait tellement gros, le fait que l'élève aille prendre la place du maître, si j'ose dire, un peu sous cette forme, qu'en tout cas, qu'il a balancé celui qui l'avait fait, celui qui l'avait fabriqué, ou qui lui avait permis d'arriver à un certain stade. Ça me paraissait tellement gros que je me disais, moi, vu de mon honnêteté, d'une forme d'honnêteté intellectuelle, je me suis dit, c'est pas possible. Et des fois, les journalistes, les collègues, les copains me disaient, mais t'as vu quand même, là, ce qu'il fait maintenant, c'est un peu... tu crois pas qu'il va aller plus loin, etc. Non, sûrement pas. Et je dis parfois, c'est une provocation, entre celui qui se fait berner et celui qui berne l'autre, quel est le plus responsable ? Je pense que
quelque part, François Hollande s'est fait avoir, oui. Et quand on se fait avoir, c'est qu'on n'a pas été bon. Oui, bien sûr. Mais ça n'excuse pas, en tout cas, le comportement de celui qui a trompé l'autre. C'est ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron. Tu y étais, toi, au Bourget, quand il a fait son discours sur la finance? Tout à fait, oui, j'y étais. Et est-ce que tu t'es dit à ce moment-là que... Est-ce que tu y as cru un tout petit peu à son discours? Ah oui, j'y ai cru, mais... L'exercice du pouvoir, à quelque niveau que ce soit dans une association, dans un syndicat, dans une mairie, et a fortiori dans un gouvernement, elle fait relativiser un certain nombre de choses. On aurait aimé faire beaucoup de choses, que parfois notre main a pu trembler, où on a pu se faire, entre guillemets, retenir par le Conseil constitutionnel ou par d'autres. Je crois que la plus grosse erreur, alors ce que je veux dire est un peu compliqué à expliquer, c'est que quand on est au pouvoir dans un pays, on a un peu l'impression qu'on va arriver à diriger tous les acteurs, notamment les acteurs économiques, qui eux-mêmes viennent vous voir la main sur le cœur en vous disant « Oh là là, on va travailler ensemble, vous allez voir ce qu'on allait voir ». Vous vous souvenez du pins de Gattaz Non. Alors les pigeons, mais le pins de Gattaz avec 1 million d'emplois oui. Créés. Et on a un peu l'impression qu'on va pouvoir travailler avec eux. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, on n'y arrive jamais. Et que ces espèces de confrontations de pouvoir, de classe, perdurent. Et je pense qu'une des plus grosses erreurs qu'on a pu faire, un certain nombre, je ne veux pas citer de nom, mais j'en fais partie, c'est d'avoir à un moment donné fait confiance au MEDEF, à un certain nombre d'acteurs économiques, qu'on sait quand même quelque part incontournables, je veux dire, et avec qui on a probablement un peu trop cherché à construire et sur lesquels on s'est fait avoir. Enfin, moi qui ai suivi ton parcours pendant ces années-là, je me demande si tu t'es pas fait manger en lien avec ta classe sociale, parce que tu étais le petit prof de maths qui devenait ministre, hein, et autour de toi, tu avais des énarques, tu avais alors au niveau du personnel politique déjà, ou si le poids de l'administration et de cette énarchie aussi au niveau de la grande administration était trop forte, quoi, et que tu étais une sorte de pion qui parfois pouvait se révolter. Pour l'aéroport de Paris, pour la privatisation de la Française des Jeux, il y a des exemples comme ça où tu t'es battu, où tu as mis en jeu ta démission. Mais d'une manière générale, tu t'es fait manger par... Il y avait est-ce qu'il n'y avait pas un peu ce complexe d'infériorité ou de... Je pose c'est comme quand on construit une maison. Je veux dire, il faudrait la construire une deuxième fois pour ne pas recommencer les erreurs de la première. On apprend. On ne naît pas ministre, notamment à Bercy, spontanément. Et donc... ça sera à refaire, il y a un certain nombre de choses que je ne referai pas. Mais j'ai fait passer un certain nombre de décisions dont j'étais relativement content. Il y a beaucoup sur lesquelles j'ai été retenu, mais pas forcément par les fonctionnaires, parfois par des collègues. Avec Maryse Lebranchu, on s'est beaucoup battu sur la réforme de la DGF, des dotations aux collectivités territoriales. Bon, l'enveloppe est une chose, elle a baissé. On l'assume. Mais c'est la répartition de cette enveloppe qui, à mon avis, est à mettre en cause. Aujourd'hui, l'État aide beaucoup les métropoles et pas suffisamment les autres territoires. Les territoires les plus ruraux, les plus en difficulté, ou les territoires post-industriels, comme la vallée de la Fensch que tu connais bien. Donc on s'était battu pour cette réforme et on nous avait dit oui, on va la faire. Quand je dis on, je parle du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Et c'est pas les fonctionnaires qui ont fait échec. En tout cas, ils ont fait ce qu'on leur a demandé, ce qu'on a exigé d'eux. Et à un moment donné, c'est le pouvoir politique qui a reculé. Moi, je dis souvent que, et ça m'est arrivé, j'ai été maire, j'étais président de collectivité, j'étais vice-président du conseil régional, l'administration, elle prend la place que le politique lui laisse. Et c'est un aveu de faiblesse que de dire que le politique s'est fait manger par l'administration. Et même si d'un côté, il y a un petit prof qui vient de Lorraine, qui est un politique, et de l'autre, quelques énarques ou mais toi, tu étais entre le marteau des politiques et l'enclume des non, moi, j'étais clairement du côté des politiques. Voilà. Tu sais, dans mon parcours, je me suis souvent fait respecter par mon travail, mon sérieux. Oui, j'ai pas de doute là-dessus. Non, mais je veux dire, et pas forcément par mes origines, ma formation ou mon curriculum vitae. Voilà, les gens voient
assez vite quand même au contact de quelqu'un si on raconte des salades, si on connaît ses dossiers, si on passe le temps qu'il faut à travailler ses dossiers. Tu étais plus utile, enfin c'est d'ailleurs dont ton entourage direct pense ça. Oui, tu penses à mon épouse. Oui, tu étais plus utile qui, elle, t'avait plutôt conseillé de ne pas y aller, oui, de refuser le poste de ministre. Tout à fait. Et moi, je pense qu'elle avait raison, parce qu'à ce moment-là, en tant que rapporteur des lois à l'Assemblée et en tant que député, tu avais un certain pouvoir et tu étais un peu un emmerdeur par rapport à, on va dire, à la démocratie la sociale, molle, un peu libérale que représentait une majorité de gens du PS, qui d'ailleurs sont aujourd'hui responsables de la mort du PS. Et il y a des signaux comme ça. Et le fait que toi, pas complètement mort, peut-être en phase difficile. Vous êtes en phase plutôt difficile. Ouais. Non, mais ce moment-là, pas trop vite, hein. Avec le recul, justement, est-ce que tu te dis, j'étais con, j'aurais dû rester à ma place et me battre sur ce terrain-là? Denis, c'était un vieux débat que chacun peut avoir à un moment de sa vie. Je veux dire, est-ce qu'on change plus facilement les choses de l'intérieur ou est-ce qu'on change plus facilement les choses de l'extérieur en étant dans une forme de contestation, de révolution, ou est-ce que être à l'intérieur et accepter des compromis évidemment, je connais la proximité des deux mots, compromis et compromission. Voilà, moi j'ai fait ce choix de faire confiance à la fois à mes amis, au système, en disant, de l'intérieur, je pourrais faire changer un certain nombre de choses. Certains disent c'est pour des questions de confort matériel, pour l'argent, pour le pouvoir. Tu raconte un certain nombre de choses, mais je ne vais pas me plaindre non plus. Je veux dire, j'étais pas dans une tranchée avec un pic sous la pluie ou sous le soleil. Alors, ça me fait penser à deux choses, deux anecdotes qui... Dans le premier appartement où on t'envoie, c'est Place Beauvau, parce qu'il n'y a pas de place à Bercy, puisque c'est occupé par Montebourg ou par déjà Macron, non? Macron est à l'Élysée à ce moment-là. Tes voisins, ce sont des rats? Des souris. Oui, beaucoup de souris. C'est pas des voisins, c'était des colocataires. Ouais, c'est ça. Après, tu t'es retrouvé dans les apparts de Macron. Après, oui, ça a été un peu plus... ça a été différent, un peu plus cosy, même si le décor en était un peu trop contemporain pour moi, mais les appartements de Bercy, c'était autre chose. Et d'ailleurs, Macron les utilisait. Il les utilisait à max, lui. Hein. Quand il était là... il faisait travailler le personnel. Le personnel faisait des heures sup, oui, aux frais de la République, et le tout Paris défilait chez lui, oui, bien sûr. Il a tissé ses réseaux lorsqu'il était ministre de l'économie à Bercy. C'est évident. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste, même pas lui. Et en plus, il a fait embaucher à Bercy des chargés de mission. Dans son cabinet, il y avait 25 personnes. Il n'a jamais contesté ce chiffre que j'ai balancé aussi, pour ma part. Et s'il le balance, je lui donnerai les noms, parce que je les ai. Donc il a embauché 25 personnes qui ne travaillaient pas vraiment pour la France. En tout cas, aujourd'hui, il demande à ses ministres, y compris à Bercy, d'avoir au maximum 10 collaborateurs pour les ministres et 5 pour les secrétaires d'État. Et je redis qu'il était à plus de 25 entre les officiels et les officieux. Ce qui est énorme, 25 payés... En général, les gens dans les cabinets travaillent beaucoup. Non, mais ça c'est vrai, c'est pas une plaisanterie. C'est là qu'ils ont monté la République en marche. Généralement, ils sont bien payés. Je pense qu'effectivement, ils ont passé une partie de leur temps, alors je ne peux pas donner un pourcentage, à préparer l'avènement de la République en marche. Il y a une anecdote que j'adore, qui est absolument révélatrice de grandeur et décadence d'un homme politique, et j'aimerais que tu la racontes. C'est quand tu accompagnes François Hollande en Bretagne et que tu as un costume un peu mouillé. C'est le jour d'un remaniement, ouais. C'est-à-dire que voilà, l'île de Sein, pour des raisons personnelles, je la connais un peu et j'apprends que François Hollande fait un déplacement officiel à l'île de Sein. Et je l'accompagne, je lui demande de l'accompagner. Bien sûr, il me dit accompagne-moi sans problème. Et tout le monde se souvient que le jour-là aussi, c'est pas le seul, il pleuvait à torrents, à seaux sur l'île de Sein et que François Hollande avait dit je ne veux pas de parapluie parce que voilà, personne n'a de parapluie. Et évidemment, nous, on prenait pas de parapluie non plus pour ne pas vexer le président. Et il pleuvait à seaux. Et je me suis retrouvé trempé. Et quand j'arrive au ministère, le matin, au moment du départ, un chargé de mission nous dit, j'étais avec Jean-Yves Le Drian, et nous dit, dans l'avion, il dit, le président va arriver, mais je vous préviens, on vient de sortir un communiqué, le gouvernement vient de démissionner. C'était le lendemain de Frangy, vous vous souvenez, de
Benoît Hamon et Arnaud Montebourg qui avaient parlé de la cuvée, du redressement, etc. Bref, François Hollande arrive un peu bougon et nous dit bah oui, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça. D'habitude, François est quand même plaisante, etc. Et donc le soir, je reviens au ministère, j'enlève ce costume qui était trempé. D'ailleurs, ma chemise était bleue, alors qu'elle était blanche au moment du départ. Le costume était bleu. Et je demande à mon officier de sécurité d'apporter ça au pressing. Et il revient 10 minutes après en me disant « Écoutez, monsieur le ministre, je suis désolé, mais vous n'êtes plus ministre, donc le service refuse de nettoyer et de remettre votre costume en ordre. » Voilà, donc j'ai jeté le costume en disant on verra plus tard. Et le lendemain, j'étais à nouveau ministre et le costume est reparti au pressing. C'est quand même... Alors, il y en a un qui t'appelait pas monsieur le ministre. Tu en parles dans le livre, c'est Gérald Darmanin, qui, quand il y a la passation de pouvoir... Un goujat, ce type. Tu peux le répéter ? Oui, je peux dire que c'est un goujat, oui, bien sûr. Parce que là, c'est terrible. Enfin, je veux dire, Et c'est pas de l'amertume, hein. Non. Mais au moment de la transition, hein, lorsqu'on a appris que Darmanin était nommé à ma place, Darmanin n'a pas pris contact avec moi, contrairement aux usages, pour faire la passation de pouvoir. Et je monte voir Michel Sapin, et Michel Sapin me dit « Le Roquet m'a téléphoné ». Alors je dis « Le Roquet ? Quel Roquet ?» Il me dit « Darmanin ». Mais il dit « Pourquoi il t'a appelé ?» Il dit « Parce qu'il ne veut pas discuter avec toi, parce que tu n'étais que secrétaire d'État, et lui est ministre. Et donc, il ne veut pas parler des conditions de la transmission, comme on le fait d'habitude, hein, de témoin, la transmission du pouvoir, la passation de pouvoir. Il ne veut pas en discuter avec toi, parce que tu n'es que secrétaire d'État, et lui est ministre. » J'ai trouvé que c'était... quand on connaît la lourdeur de ces tâches, et maintenant je pense qu'il le connaît, à mon avis, il ne le referait plus. Il y a deux choses que je voudrais aborder. C'est une chose qu'on te reproche beaucoup. Et d'ailleurs, moi, quand je dis qu'on est amis et je peux deviner oui. Le verrou de Bercy ? Non, alors le verrou de Bercy, je voudrais en parler. On peut commencer par ça, si tu veux. Mais je pensais à la nuit à l'Assemblée. Le verrou de Bercy, j'avoue que moi, j'étais en parlant du verrou de Bercy, parce que tu es quelqu'un qui m'a fait réfléchir à ça. Évidemment, quand on dit, surtout à gauche ou dans les milieux alters, etc., que le verrou de Bercy, finalement, moi, tu m'as fait réfléchir parce que je connais une histoire où un milliardaire a quand même lâché un milliard, ce qui n'est pas rien, et que si on n'avait pas utilisé le verrou de Bercy, on serait encore en procès avec lui, et il aurait lâché sans doute beaucoup moins, quoi. Donc, il faut se garder de présupposés faciles quand on parle du verrou de Bercy. Mais c'est en discutant avec toi que j'ai compris ça, quoi. Mais en même temps, si tu veux, ce que je me dis, c'est que on est arrivé, enfin ça c'est un constat, mais peut-être tu le partageras pas, à un tel niveau de corruption. Dans le bouquin de Roanne, il écrit à un moment donné ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Je ne veux pas citer de nom particulièrement, mais quand on voit... Sauf si on insiste. Ouais, si tu veux, on peut. Mais quand même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que justice passe, quoi. Justice, il y a, quoi. Je vois pas, ça serait trop long de réécrire le chapitre là-dessus. Il faut se dire clairement, moi je suis favorable à ce qu'un jour le verrou de Bercy saute. Voilà, je l'ai toujours été. Mais quand je dis à ce qu'un jour ce verrou saute, c'est lorsque la justice sera équipée, aura acquis les compétences, l'expérience, les effectifs, le savoir-faire, de pouvoir traiter dans des délais raisonnables des affaires d'une grande complexité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on peut le voir, mais les affaires avec les multinationales, que ce soit Google, on a vu l'exemple récemment, ou Apple, ou McDonald's, ces affaires traînent pendant des années, des dizaines d'années. J'ai connu l'affaire UBS, l'affaire HSBC, etc. Ce sont des affaires entre la première juridiction, la juridiction d'appel, la juridiction ultime, parfois la Cour de justice de l'Union européenne, quand ça met en jeu plusieurs pays en même temps, avec des expertises, des contre-expertises, des rapports, des contre-rapports, avec des gens qui dépensent des centaines de millions parfois pour se défendre,
pour économiser quelques autres centaines de millions. Aujourd'hui, la justice n'est pas complètement outillée pour le faire. C'est pas un reproche, c'est un constat. Je peux faire une remarque sur la justice ? On en a vu des gardes des Sceaux qui envoient des hélicoptères. On en a vu des gardes des Sceaux carpettes qui se couchent contre le pouvoir. Mais là, c'est même pas qu'une question d'argent. Là, Christian, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais et je connais beaucoup de magistrats. Je discute avec syndicalistes et non syndicalistes. On n'a jamais vu à ce point un pouvoir judiciaire inféodé au pouvoir politique. Un garde des Sceaux qui existe aussi peu, qui ne montre jamais une quelconque forme d'indépendance, et un procureur de la République de Paris... depuis 2 ans. Là. Oui, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est une courroie essentielle dans le fonctionnement du système Macron, où le procureur de la République a été nommé par Emmanuel Macron, contre l'avis de tout le monde. Je sais, bien sûr. Mais nous avons créé le parquet national financier. Bon, suite à l'affaire Cahuzac. Essentiellement. C'est un gros progrès. Certains nous disent qu'il n'y a pas mis assez de monde. Il en faudrait plus. Sans doute raison. Et ces gens-là traitent des affaires fiscales extrêmement complexes. Ils sont d'ailleurs appuyés, aidés, accompagnés parfois par des éléments de nos équipes à Bercy de lutte contre la fraude fiscale. Je pense que le temps viendra, il faudra encore quelques années, peut-être 2, peut-être 10, je ne sais pas, où on pourra transmettre systématiquement toutes les affaires à la justice quand elles sont fiscales. Mais aujourd'hui, le constat est que la justice met beaucoup de temps, c'est un euphémisme pour traiter les affaires fiscales, prononce des peines qui sont souvent inférieures aux sanctions administratives qui sont prononcées par l'administration fiscale, et donc la grande différence, et on peut s'interroger, c'est la question de la publicité des sanctions. Quelqu'un qui a un redressement fiscal, qui le paye, y compris avec des pénalités, des amendes administratives, personne ne le sait, sauf s'il y a des fuites. Par contre, un jugement prononcé au nom du peuple français, même s'il est inférieur, tout le monde, normalement, en a connaissance, peut en avoir connaissance. C'est la grande différence. C'est pour ça qu'une des questions qui est derrière tout ça, c'est la question du secret fiscal, sur laquelle je me suis posé, et je me pose toujours un certain nombre de questions. Quelle est l'utilité de la notion de secret fiscal ? C'est un principe, c'est une règle en France. Qui va exploser, là, d'après Darmanin. Souvent, il y a eu beaucoup d'affichage dans la dernière loi de Darmanin, et peu de choses révolutionnaires. Hein. Non, j'ai vu ça. Mais comme c'est un goujat, on ne va pas continuer à parler j'ai dit que c'était un goujat, oui. Mais si vous voulez, j'ai d'autres motifs pour... Mais vas-y. Oui, je lui en veux aussi pour une autre raison qui n'est pas personnelle, c'est d'avoir joué au coucou sur l'affaire du prélèvement à la source. Le prélèvement à la source a occupé nos équipes et votre serviteur du jour, moi-même, pendant des jours et des nuits. Nous y avons travaillé d'arrache-pied sur un sujet très complexe dont beaucoup disaient ils n'y arriveront jamais. Nos équipes y sont arrivées, même si elles d'ailleurs au départ n'y étaient pas favorables. À Bercy, il y avait quasiment une seule personne favorable au prélèvement à la source, c'est Christian Eckert. Y compris Michel Sapin, y compris les grands directeurs de l'administration fiscale, n'y étaient pas favorables, en tout cas pas plus que ça. Et donc, nous y sommes arrivés. Nous avons laissé un bébé tout fait, tout prêt. Il a récupéré le bébé et il a fait les tribunes pour dire « c'est moi qui ai fait ça ». Je trouve ça un peu dégueulasse, pas seulement pour nous, mais surtout parce que ça aurait pu montrer au peuple qu'un certain nombre de réformes peuvent traverser les gouvernements. C'est une réforme qui a toujours été jugée positivement par 60-70% des Français. Elle a été préparée par les uns et mise en œuvre par d'autres. Je pense qu'on aurait pu là donner un signe plutôt de confiance à une époque où à la fois les femmes et les hommes politiques, mais les administrations aussi, sont source de défiance de la part de nos concitoyens. Le deuxième sujet, parce que il faut qu'on en parle de ça, puisque tu as été très attaqué là-dessus, et puis moi-même, j'avoue que je trouve que tu as commis une erreur ce jour-là. Tu n'aurais pas dû, enfin je te le dis comme ça, être le factotum du gouvernement dans cette histoire de nuit à l'Assemblée où tu as fait la tournée des popotes pour que il y a eu un premier vote qui était défavorable au gouvernement. Fait la tournée des popotes, Denis.
on va se dire franchement les choses. Ouais. J'ai demandé un deuxième vote, oui, mais je n'ai pas fait la tournée des Tu peux expliquer le contexte et tout ça, qu'on revienne un peu là-dessus. là-dessus. Il faut expliquer le fond. Une des questions qui a été poussée par beaucoup d'organisations non gouvernementales, par Oxfam, par d'autres, y compris par des parlementaires, était de dire, exigeons des multinationales qu'elles communiquent des renseignements sur la répartition de leur activité pays par pays. Ça s'appelle Country by Country Reporting, CBCR. Désolé, c'est pas moi qui ai inventé l'acronyme. Ce CBCR permettait de quoi? De connaître le chiffre d'affaires, les effectifs, les impôts payés, les subventions reçues, pays par pays. Par exemple, savoir que, je sais pas quoi, moi, au Luxembourg, McDonald's a un chiffre d'affaires de 12 milliards et qu'il y a 200 salariés. Alors qu'en France, il a 10 000 salariés, il a un chiffre d'affaires officiel de pas 1 milliard. Donc relever des contradictions, manifestement des choses injustes. Et au départ, d'ailleurs, ça a été fait pour la corruption, c'est-à-dire pour les pays d'Afrique. Savoir que dans certains pays, des grandes sociétés avaient beaucoup d'activités, mais payaient peu d'impôts, recevaient beaucoup de subventions, etc., etc. Donc plus de transparence, plus de justice fiscale. Nous l'avons fait pour les banques. Dans la loi bancaire, c'est passé à peu près inaperçu d'ailleurs, mais les banques sont tenues de communiquer à tout le monde, au grand public, mais bien sûr... Sauf qu'elles ne le font pas. Elles sont tenues de le faire. Après, elles le font quand même. Elles le font assez. Elles le font. La Société Générale, BNP, continue à avoir des filiales dans les paradis fiscaux. Attends, mais je n'ai pas parlé de l'existence ou pas de filiales. J'ai parlé. Peut-on le savoir? Peut-on les déclarer? Doit-on les déclarer? C'est pas. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'avoir une société quelque part. En tout cas, la loi aujourd'hui ne le permet pas. Et donc, certains ont souhaité faire en sorte que ceci soit imposé à toutes les sociétés françaises ou multinationales, évidemment à partir d'un certain chiffre d'affaires. Nous l'avons rendu obligatoire vis-à-vis de l'administration fiscale. C'est-à-dire que dans une loi, nous avons obligé toutes les sociétés à communiquer ces renseignements à l'administration fiscale. Et certains voulaient aller plus loin en rendant obligatoire la communication de ces informations au grand public. Donc CBCR, ça existe, mais ils voulaient CBCR public. Et un soir, effectivement, tard le soir, à la fin de l'examen d'un texte d'une loi de finances, les députés présents, une vingtaine, majoritairement, votent favorablement. À la fin d'un texte, on peut toujours demander une deuxième délibération, c'est-à-dire demander à l'Assemblée de se reprononcer sur quelque chose qu'elle a examiné dans le courant de l'examen du texte, le jour même, la veille, l'avant-veille. Ce que j'ai fait. Et entre-temps, il y avait eu des arrivées, des départs. Et honnêtement, je n'ai absolument pas, moi, fait le tour des couloirs, des chambres, etc. J'ai discuté avec un certain nombre de personnes qui avaient défendu cet amendement, Pascal Cherki, notamment, et quelques autres, Yann Gallu, les noms qui parlent un peu. Et tu les as fait changer d'avis? Non, pas tous, mais quelques-uns ont changé d'avis, d'autres étaient partis, d'autres sont arrivés. Et l'argument de fond, c'était quoi pour qu'ils changent d'avis? Alors l'argument de fond était de dire que nous avions analysé le fait que cette disposition était anticonstitutionnelle. Ce qui s'est avéré vrai après. C'est là où il faut le dire avec force. C'est-à-dire que quelques mois plus tard, dans la loi Sapin 2, même chose, même scénario, et Michel Sapin et moi avions décidé de, cette fois, laisser courir. Et nous avons laissé courir, et 10 jours plus tard, le Conseil constitutionnel a annulé cette disposition. Donc voilà. Moi, j'avais cru que c'était longtemps, j'ai pensé que c'était Manuel Valls qui avait demandé à ce que ça bouge, ce vote, et en fait, c'est plutôt l'Élysée. Non, mais pendant la suspension de séance, qui a duré un peu plus d'une demi-heure, entre une demi-heure et une heure de mémoire, j'ai effectivement cherché à rentrer en contact avec Manuel Valls lui-même, que je n'ai pas eu. Il m'a dit le lendemain tout simplement qu'il dormait. Mais j'ai eu sa directrice de cabinet. Je lui ai demandé quelle était la consigne, est-ce que je devais demander une deuxième délibération ou pas. C'est ce qui se fait d'ailleurs couramment. Hein. Les gens ont dit que c'était un truc extraordinaire, c'est pas vrai. À chaque loi de finances, il y a toujours une deuxième délibération, parfois pour corriger tout simplement des erreurs de vote. Hein. Et depuis, ça n'a pas évolué. Alors ça évoluera, le Conseil constitutionnel a été très clair, ça peut évoluer le jour où une directive européenne l'imposera
à toutes les entreprises de l'Union. Parce que le Conseil constitutionnel s'est retranché derrière l'argument de la liberté d'entreprendre, en disant si on oblige les sociétés françaises à avoir ce type de comportement, elles auront un handicap par rapport à d'autres sociétés à l'étranger qui n'ont pas cette obligation. D'où ma question plus politique, puisqu'il y a les élections européennes qui, quand on passera l'émission, elles viendront de se passer, mais bon, est-ce qu'il ne peut y avoir aujourd'hui, toi qui as été au ministère du Budget, qui est très au courant de ces questions-là, est-ce qu'en matière de fiscalité, il ne peut y avoir de fiscalité juste qu'européenne ? Est-ce qu'un État-nation peut encore régler à l'intérieur de ses frontières ces questions de fiscalité ? Une partie des questions, mais pas la grande majorité des questions. Je pense qu'effectivement la solution, et c'est ça l'enjeu de ces élections européennes. Alors, elles sont passées, si j'ai bien compris, au moment où l'émission est diffusée. Pour nous, elles ne sont pas passées. Mais je crois que l'un des enjeux, c'est celui-là. C'est de se dire que, par exemple, les questions fiscales, aujourd'hui, doivent répondre à la règle de l'unanimité. Par exemple, comme ça que la taxe GAFAM n'a pas été adoptée par l'Union européenne parce qu'il s'est trouvé que 5 ou 6 pays, dont l'Irlande, se sont opposés à la mise en œuvre de cette taxe. Et on verra, à mon sens, les difficultés que vont avoir les pays qui l'ont fait, dont la France. Ça ne peut se traiter qu'au niveau européen si ça veut fonctionner. Or, il faut l'unanimité. Donc, il faut briser cette question d'unanimité sur les questions fiscales. Il y a beaucoup d'analystes qui disent que pour le briser, des juristes qui disent que pour briser l'obligation d'unanimité, il faut d'ailleurs l'unanimité, ce qui n'est pas acquis. Il me semble que le commissaire européen qui s'occupe de ces questions-là est socialiste, non ? C'est monsieur... En tout cas, il est français. Je ne sais pas s'il est encore socialiste. C'est Moscovici, donc... Mais Pierre Moscovici vient de donner un long interview dans Mediapart, que j'ai lu hier soir. Alors donc, quand l'émission passera, il aura quelques jours. Il dit des choses qui, techniquement, sont assez intéressantes sur le sujet, je trouve, plutôt justes. Je suis plus en accord avec son interview d'aujourd'hui que sur ses positions. Mais parce que quand même... Je peux résumer, c'est ça, c'est cette question de l'unanimité. Il cite les progrès qu'il a fait. À mon avis, il les amplifie un peu à sa gloire personnelle, mais bon, ça, personne n'est... Il défend la politique de Juncker. Et est-ce que tu penses que quand on met à la tête de l'Europe... Il dit en tout cas que Juncker ne l'a pas contraint dans ses actions. Mais moi, je n'y étais pas. Est-ce que c'est pas le premier signe, quand François Hollande accepte que Juncker vienne à la tête de l'Europe, est-ce que c'est pas le premier signe d'un désastre à venir ? Je crois que tu habites pas très loin du Luxembourg. Je connais bien ce pays. Et quand j'ai vu que Juncker... Qui a été assez souvent, y compris pour des raisons que tout le monde connaît. À un moment, Juncker... J'y vais régulièrement. Et pourquoi il y a une désaffection ? Pourquoi il est monté des nationalismes ? Parce que là, on peut en plaisanter, mais en ce moment, on est quand même à l'aube de... On n'en plaisante pas, il faut être effectivement très sérieux, mais il ne faut pas emmener les gens dans des impasses. Et je pense qu'il faut expliquer les choses, il faut les connaître pour en parler. Expliquer pour résister. J'ai souvent eu cette attitude, on me prête quelques vertus pédagogiques. J'ai évidemment pas raison sur tout, j'ai conscience des insuffisances. Mais je crois que le fonctionnement de la fiscalité en Europe, par exemple, est extrêmement difficile à bouger. À mon avis, il y a une chose à faire. Et dans l'interview que j'évoquais tout à l'heure, c'est évoqué. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans la technique, mais c'est d'avoir l'idée d'un impôt sur les sociétés minimales. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en gros, les multinationales font des fausses factures pour transférer de l'argent de la France vers l'Irlande ? Ils font des factures, mais qui correspondent à rien, pour faire remonter de l'argent et donc des bénéfices. Ils le font parce que en Irlande, il y a un taux d'imposition sur les sociétés qui est de 12,5%, c'est-à-dire à peu près la moitié, et même un peu moins de la moitié de ce qui existe en France. Et je pense que si on mettait un taux d'impôt sur les sociétés minimal en Europe, c'est assez simple comme mesure. Certains, d'ailleurs, des partis le proposent. Je crois que la France Insoumise en parle. Et il se trouve que les socialistes aussi. Je pense que quelque chose comme 20%, par exemple, ça serait un socle. Par exemple, c'est ce qui est fait sur la TVA. La TVA, on l'impose à tous les pays d'Europe, qu'elle soit au minimum à 5%. Pourquoi pas la même chose sur l'impôt sur les sociétés ? J'ai encore une petite question sur ton passé en tant que ministre du Budget qui me turlupine, on va dire. Ça concerne la Société Générale et le procès Kerviel. Le procès en appel a démontré d'une manière
nette et claire de la responsabilité de la Société Générale. Or, fiscalement, ils ont obtenu un crédit d'impôt, on peut dire comme ça, d'un peu plus de 2 milliards. Je crois me souvenir que toi, en tant que ministre, avec Michel Sapin, vous avez essayé de les faire payer. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui pour que la Société Générale continue à capter contre les autres contribuables ces 2 milliards? Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Ce qui s'est passé, normalement, je ne peux pas le dire. Secret fiscal, effort, ouais. Mais je vais faire un effort pour un ami et pour celles et ceux qui nous regardent. La question n'est pas de savoir si la Société Générale est responsable ou pas de ce qui s'est passé. Pardon de jouer sur les mots, mais c'est très important. La règle, c'est que cette perte peut être enregistrée comme une perte, fiscalement, si les dirigeants de la société étaient au courant. C'est ce que dit la jurisprudence et la loi. Alors, pas la même chose que d'être au courant ou d'être responsable. Par exemple, on peut être responsable de quelque chose parce qu'on n'a pas surveillé et qu'on ne sait pas que ça s'est passé. C'est un peu la position qu'avait adoptée la Société Générale, en disant mais on n'était pas au courant. Hein. Et le grief qu'on peut leur faire, dire attendez, ça se passe chez vous quand même, ça concerne des sommes énormes et vous n'êtes pas au courant. C'est quoi ça? Bon. Et donc, toutes les analyses juridiques que j'ai vues, que j'ai lues, que j'ai étudiées, que j'ai faites par nos services, disaient la règle, c'est si les dirigeants sont au courant, à ce moment-là, non, ils n'ont pas le droit de déduire ça de leurs bénéfices et donc ils doivent payer les impôts que pour l'instant, on ne leur a pas facturés. Et donc, Michel Sapin et moi, pour une fois, parce que nous ne le faisions jamais, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait, nous avons donné une instruction précise à notre administration sur un cas individuel. Le ministre du Budget, c'est un peu comme le ministre de la Justice. Hein. Il se garde, pour la plupart de ceux que j'ai connus, il se garde de donner une instruction individuelle. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas aller dire « Tiens, vous allez chercher l'époux à M. Denis Robert ». Ou au contraire, vous allez faire un cadeau fiscal à M. Denis Robert. Ou mon voisin, je ne sais pas quoi. Les instructions, entre guillemets, individuelles, on a fait une circulaire d'ailleurs, j'ai signé une circulaire pour dire à nos services, non, on ne fait pas ça. On a fait une exception, moi j'ai fait l'exception, avec Michel Sapin d'ailleurs, après en avoir parlé tous les deux, de leur dire, compte tenu du jugement de la Cour administrative d'appel de Versailles, c'est le jugement auquel tu faisais référence, nous vous demandons de procéder au redressement de l'impôt de la Société Générale et donc de récupérer, en considérant que cette perte financière n'était pas une perte fiscalement déductible. Voilà qui est précis, technique, je m'en excuse. Alors ce qu'a fait l'administration, moi, ça date, je crois, du mois de décembre 2016, si ma mémoire est bonne. Et donc ensuite, il y a le temps de faire les démarches. Et ensuite, moi, je suis parti. Donc, il faudrait poser la question. Certains journalistes, d'ailleurs, le font régulièrement. Au Goujat. À ceux qui sont aujourd'hui en résidence à Bercy. S'ils veulent bien, mais ils vont se retrancher, évidemment, derrière un secret fiscal. Il faudrait peut-être regarder aussi dans les comptes de la Société Générale s'il y a des provisions, s'il n'y a pas de provisions. Et on verra probablement un procès un de ces jours, parce que ça va durer des lustres. Oui, je sais. Ça va être contesté, ça va aller devant différentes juridictions. Christian, j'ai encore une toute petite question à te poser. Est-ce que tu es gilet jaune, toi? C'est quoi ton avis par rapport à ce mouvement? Est-ce que tu es solidaire? Est-ce que tu penses... Moi, je suis très respectueux du mouvement des gilets jaunes. J'en ai rencontré, pas loin de chez toi d'ailleurs, à Osny, à leur invitation, alors sans tambour ni trompette, mais pas non plus en cachette. On s'est vus normalement, on a passé du temps ensemble. Je suis scandalisé par le traitement physique de ces gens-là, le comportement des forces de l'ordre et du ministre de l'Intérieur. Je trouve ça odieux. J'ai parfois un peu honte quand même de mon pays. Surtout quand le ministre de l'Intérieur a été assis sur les mêmes bancs de l'Assemblée que moi. Tu me posais des questions intimes et personnelles tout à l'heure. Souvent, ça me heurte, en me disant, mais quand même, tu as été à côté de ces gens-là. Ça m'interpelle. Bon, bref. Et donc, j'ai beaucoup de respect
Après, les formes d'action, l'organisation, la structuration ou pas, les revendications, puisque je les respecte, je ne vais pas leur reprocher de ne pas être organisés et de ne pas faire de la politique. Moi, j'ai toujours pensé, depuis que je suis tout petit, que la politique, c'était quelque chose de noble, c'était quelque chose de nécessaire dans une société, pour l'organiser, cette société, de la façon la plus démocratique possible. Après, on peut discuter de tel ou tel dispositif. Mais oui, j'ai beaucoup de respect pour les Gilets jaunes. Et comment sans être devin, tu vois leur avenir, enfin, dans ce rapport de force qui semble aujourd'hui défavorable? Je pense que, écoute, les élections européennes, si j'ai bien compris, encore une fois, qui ont déjà eu lieu, puisque l'émission est enregistrée avant, auront peut-être donné des enseignements. Je crois quand même que le vote aux élections européennes doit être quelque part, parce qu'on a tous nos convictions européennes, sous une forme ou sous une autre, sera quand même un vote pour ou contre Macron. Donc si j'étais gilet jaune, affirmer et afficher, difficile pour moi d'y être compte tenu de mon passé, je ne voterai pas Macron en tout cas. Ça, on l'avait compris. D'ailleurs, ton blog est de plus en plus lu, était de plus en plus virulent et précis dans ce que tu écris. Tu connais le système de l'intérieur, tu décryptes, et j'invite tout le monde d'ailleurs à les lire, parce que c'est vrai que c'est ton côté prof de maths là qui ressort, mais c'est très pédagogique, et on est souvent scandalisé par des réformes gouvernementales qu'on comprend pas toujours, quoi. Et à te lire sur ton blog, on comprend mieux les choses. Merci Christian. Denis.